Bonjour, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance. J'ai choisi comme thème les procès-verbaux et les rapports. Ce thème se situe dans le cadre d'une enquête policière qui vise essentiellement à la découverte d'une infraction, de l'auteur ou des auteurs de cette infraction. L'enquête policière est menée par un officier de police judiciaire et vise essentiellement à rassemblement des preuves pour permettre au ministère public de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. La loi offre aux officiers de police judiciaire des moyens pour pouvoir faire aboutir leur enquête. Ces moyens consistent essentiellement dans le déplacement sur les lieux, les perquisitions et saisies, l'audition des témoins, le placement en garde à vue du suspect, et toutes ces opérations doivent faire l'objet d'un procès verbal. Alors, c'est quoi le procès verbal? Le mot procès vient du mot latin proceder qui signifie s'avancer. Étymologiquement, le mot procès signifie le développement, la marche. Euh, Malgré l'emploi juridique du mot procès, il a gardé son sens de développement du processus. Alors, on arrive au deuxième mot, verbal. Verbal est synonyme d'oral et signifie étymologiquement, fait de mot latin verbum. Donc, le procès verbal, c'est donc la trace écrite d'un processus, un récit fait de mots. Alors, procès verbal, il ne s'agit pas vraiment d'un procès puisque c'est un document. Il n'est pas verbal puisqu'il est écrit. Et on trouve aussi un élément de réponse dans la loi. L'article 24 Code procédure pénale définit le procès verbal comme suit. On entend par procès verbal le document écrit dressé par l'officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions et rapporte ce qu'il a vu ou entendu comme déclaration ou les opérations qu'il a effectuées sur une matière de sa compétence. La rédaction des procès-verbaux sert à établir l'existence des éléments de fait. Comment? Le procès-verbal enlève aux faits leur caractère purement matériel pour leur donner un aspect juridique qui va certainement constituer des preuves recevables et sur lesquelles le juge va se référer pour construire sa propre conviction. Alors la force probante des procès-verbaux dépend beaucoup du respect de certaines conditions prévues par la loi. Ces conditions, ils concernent les personnes et bien évidemment la rédaction des procès-verbaux. Alors, car les procès-verbaux, par la loi, relèvent de la compétence de certaines personnes et ces personnes qui sont autorisées à dresser les procès-verbaux, il s'agit essentiellement de officiers de police judiciaire qui agissent dans le ressort de leurs compétences territoriales et aussi de certains fonctionnaires et agents chargés par la loi de certaines fonctions de police judiciaire. À titre d'exemple, d'ailleurs du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts, donc les infractions constatées par les fonctionnaires normalement peuvent faire l'objet d'un procès verbal. C'est aussi le cas du Dahir du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales et d'autres Dahir. Alors, la rédaction de procès verbal, il sert essentiellement à constater l'exécution d'un acte d'enquête relevant de la compétence des officiers de police judiciaire sous le contrôle des autorités judiciaires. Alors les infractions qui se rapportent sont les crimes, les délits et les contraventions.
Sans oublier évidemment que les agents chargés de l'inspection du travail ont aussi la qualité de rédiger des procès-verbaux pour constater les infractions aux dispositions du Code du travail. La question maintenant qui se pose est: est-ce que les officiers de police judiciaire sont tenus de rédiger un procès-verbal de chaque acte qu'ils accomplissent? L'article 23, Code procédure pénal, donne une réponse claire qu'elle dispose que les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leur opération et d'informer sans délai le procureur du roi ou du procureur général du roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Donc ils sont tenus, les officiers, ils ont l'obligation de rédiger un procès-verbal de chaque opération qu'ils effectuent. Alors la forme du procès, des procès-verbaux, le procès-verbal, c'est un témoignage solennel donné par écrit par un officier de police judiciaire. À partir de là, il doit se conformer à certaines règles de forme prévues par la loi. D'abord, le procès-verbal doit être rédigé par écrit, en arabe, il est numéroté, il doit être clair et précis. Et ce document doit ensuite mentionner l'administration dont il émane, une date, un lieu, un numéro d'ordre, un objet, une référence liée à lieu et une signature de son auteur. Mais le procès-verbal comprend d'autres indications qui lui sont propres et qui sont dues à son caractère solennel, ainsi conformément aux articles 23 et 71 Code procédure pénale. Le procès-verbal doit déterminer non seulement le jour, mais aussi l'heure de la rédaction et de la clôture de l'opération. L'année, le jour et l'heure doivent être écrits en toutes lettres. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler tout simplement la durée de la garde à vue qui se calcule en heures et pour aussi éviter le faux. Mais aussi pour contrôler le délai de la prescription qui commence à courir à compter du dernier acte. La question qui se pose: est-ce que l'omission de la date est une cause de nullité qui peut éventuellement être soulevée par le suspect ou sa défense? La réponse est non, car la date peut être déduite des déclarations elles-mêmes ou des circonstances de fait. De même, il faut indiquer le lieu de la rédaction. Cette prescription permet certainement en cas de contestation soulevée par le prévenu ou sa défense, de vérifier la compétence territoriale de l'enquêteur. Il faut préciser aussi dans l'entête du procès-verbal le mode d'opérer. De plus, il faut mentionner le nom des auxiliaires que l'officier de police judiciaire fait appel à leur service. Il s'agit essentiellement, dans toutes les enquêtes, des agents de police judiciaire et suivant la nature des diligences, des interprètes pour les sourds-muets, des traducteurs pour les personnes parlant d'une autre langue que celle de l'enquêteur. Enfin, le procès-verbal doit faire mention de l'identité de toute personne dont il apparaît utile à l'enquête. Alors, il s'agit du plaignant, du témoin ou de la personne suspecte. Le contenu du procès-verbal peut par ailleurs être très variable. Alors l'officier de police judiciaire rapporte les faits aux propos qu'il a personnellement vus, constatés, entendus dans l'exercice de ses fonctions, l'article 289 Code procédure pénale, et sur une matière de sa compétence matérielle et territoriale. Il pourrait ainsi s'agir d'un procès-verbal de constatation d'une infraction, un procès-verbal d'audition, un procès-verbal de placement en garde à vue, un procès-verbal de perquisition. Alors les procès-verbaux de constatation, hormis le préambule qui constitue le point commun de tous les procès-verbaux, les procès-verbaux de constatation diffèrent des autres procès-verbaux du fait qu'ils se composent de deux parties. La première concerne la constatation de l'identité de la personne auditionnée rédigée au pluriel, et la deuxième partie concerne le contenu de la rédaction, et ce contenu il est adapté au niveau d'instruction de son auteur. Les autres opérations effectuées par l'officier de police judiciaire, alors s'il a par exemple été informé de la commission du vol avec effraction, ou par exemple de la noyade, ou par exemple, un autre exemple, un accident de circulation, l'officier de police judiciaire doit se rendre sur le lieu de l'infraction pour faire les constatations. Par exemple, de trouver le cadavre dans un bain de sang, ou par exemple l'effraction de la porte du domicile, objet du vol. Et si les circonstances du meurtre lui imposent en cas de meurtre, impose à l'officier de police judiciaire d'effectuer certains actes nécessaires
qui sont nécessaires à la préservation des indices ou la saisie de l'arme du crime ou la présence du médecin pour constater le meurtre ou transmettre le cadavre à la morgue. Alors l'officier de police judiciaire doit faire une description de ces opérations dans un procès verbal. Alors, il y a une précision de taille. Alors, l'officier de la police judiciaire il doit se limiter à constater les faits, mais de manière objective et pas subjective. Objectif, pourquoi? Parce qu'il ne doit pas exprimer sa propre opinion et il ne peut pas non plus faire part de ses convictions personnelles. Est-ce que l'observation des règles de forme entraîne la nullité des procès-verbaux? L'article 289 Code de procédure pénale donne une réponse claire en précisant que les procès-verbaux au rapport dressés par les officiers de police et par les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire n'ont force probante que tant qu'ils sont réguliers en la forme et que leur auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte ce qu'il a vu ou entendu personnellement sur une matière de sa compétence. La violation donc de ces règles entraîne la perte de la force probante des procès-verbaux et la Cour d'appel de Rabat, dans un arrêt bien évidemment du 1992, il va dans ce sens car il a jugé que si les procès-verbaux sont irréguliers en la forme, les juges ne pourront pas les consulter comme moyen de preuve et la juridiction doit même soulever d'office la nullité eu égard au fait qu'elle est la garante des libertés et des droits individuels. Concernant les procès-verbaux de perquisition, il doit mentionner les causes et les motifs de la perquisition, le lieu de la rédaction, le jour et l'heure de l'opération, la présence de la personne concernée, son représentant ou deux témoins, le consentement de l'individu dans le cas bien évidemment de l'enquête préliminaire, la description des objets saisis ainsi que la détermination du lieu de la découverte, la déclaration du suspect portant sur les objets saisis, la signature des personnes au domicile desquelles la perquisition a lieu ou par leurs représentants ou les deux témoins. S'agissant du procès verbal d'audition, l'officier de police judiciaire doit démontrer l'identité de la personne et le procès doit normalement comporter la signature de l'officier de police judiciaire et cette signature est la dernière apposée sur le procès verbal, à moins bien évidemment qu'il s'agit d'addition. Pourquoi cette signature? Car elle atteste la signature des autres personnes comme les témoins ou l'auxiliaire ou l'interprète ou l'expert. On arrive maintenant au point qui nous interpelle et vous interpelle probablement, normalement c'est le point qui concerne les moyens de défense soulevant les nullités du procès-verbal, c'est-à-dire est-ce que l'avocat ou le suspect, il peut soulever comme moyen de défense le défaut de signature de procès-verbal d'audition par l'officier de police judiciaire ou le suspect. L'article 69 du Code de procédure pénale est muet sur la question et pour trouver un élément de réponse, il faut se référer à l'article 23 Code de procédure pénale. Ainsi rédigé, les officiers de police judiciaire doivent, dès la clôture de leur opération, faire parvenir directement au procureur du roi ou au procureur général du roi l'original avec 2 copies certifiées conformes des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tout acte et document est relatif. Or, les copies bien évidemment certifiées conformes exigent une signature des 2 documents, l'original et la copie. Le défaut de signature de procès-verbal d'audition par le suspect constitue une cause de nullité. La Cour suprême décide que le défaut de signature du suspect sur le procès-verbal d'audition ne constitue pas une règle de forme qui altère sa validité et sa force probante. Alors, tout moyen de preuve qui tend à nier les déclarations du suspect n'ont aucun effet, sauf à établir le faux. Le procès verbal maintenant d'audition de toute personne placée en garde à vue de l'article 67 Code de procédure pénale qui fait mention du jour et de l'heure à partir desquelles elle a été appréhendée, du jour et de l'heure à partir desquelles elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Le procès verbal, il garde sa force probante même s'il ne porte pas la signature de l'individu qui fait l'objet du placement en garde à vue. Sauf, il y a une nuance à porter, c'est que
ressort de l'article 493 Code pénal que le procès-verbal d'audition signé par la personne qui avoue être l'auteur des délits d'adultère ou de relations sexuelles hors mariage, puisqu'il est considéré comme un aveu écrit émanant du suspect et constitue un moyen de preuve, le défaut de signature du suspect entraîne la perte de la force probante du procès-verbal. De là, il doit être écarté comme moyen de preuve car il constitue une simple déclaration ou un aveu non judiciaire. Alors, le point suivant porte sur la force probante des procès-verbaux. Alors, je pense vous poser cette question qui est essentielle, comme je le pose moi-même. Est-ce que, quelle est la force probante des procès-verbaux? Alors, on distingue trois catégories différentes des procès-verbaux qui auront trois impacts différents. D'abord, vous avez un procès-verbal valant de simple renseignement, vous avez les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et enfin ceux qui font foi jusqu'à inscription de faux. Alors, premier point, procès-verbaux ne valant qu'à titre de simple renseignement. C'est l'article 291 Code procédure pénal. Le texte, il ressort de la lecture du texte que, à l'exception des deux autres hypothèses précitées, ces hypothèses présentent comme des exceptions au principe que les procès-verbaux ne valent qu'à titre de simple renseignement. Tous autres écrits établis par les services de police judiciaire ne veulent qu'en tant que renseignement. Et dans ce cas-là, le principe de l'intime conviction du juge joue pleinement son rôle. Cette situation, il se rapporte essentiellement à tous les écrits établis par les agents de police judiciaire, ainsi que les procès-verbaux rédigés dans le cadre d'une enquête préliminaire en matière de crime. Pour confirmer ce constat, il faut se référer à un arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1996 qui déclare qu'en vertu des articles 291-293 du Code procédure pénale, les procès-verbaux n'ont de valeur qu'eux-mêmes parce qu'ils n'ont d'autre finalité que de renseigner les juges. Cela implique qu'ils ne jouent qu'à titre d'information et que le juge peut les écarter si telle est sa conviction. Deuxième point, il se rapporte aux procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Évidemment, il existe des procès-verbaux au rapport qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ont alors une force probante renforcée. Ça veut dire qu'à défaut de preuve contraire par témoin, par expertise ou tout autre document, les personnes se verront condamnées sur la base d'un procès-verbal au rapport à valeur renforcée. Mais les personnes sujettes ce type de procès peuvent toujours le contester s'il arrive à démontrer son irrégularité formelle ou s'il arrive à démontrer l'imprécision de sa rédaction ou s'il arrive aussi à démontrer l'absence de constat personnel d'infraction ou encore l'incompétence matérielle ou territoriale de leur rédacteur. Alors, les exemples, ils se rapportent à deux cas essentiels. C'est les rapports en matière de délit et les rapports en matière de contravention. Cela ressort clairement de l'article 290 Code procédure pénale qui prévoit que les procès-verbaux et rapports rédigés par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des délits et des contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire par tout moyen de preuve. Alors, l'inexactitude des faits constatés doit, en application de ce texte, être démontrée par tout moyen de preuve. À défaut, le procès-verbal de constatation fait foi des mentions qu'elle contient et s'impose au juge répressif dès lors que ce procès-verbal est formellement valide. Dans cette optique, le juge n'a pas vérifié si les affirmations du prévenu sont exactes. Il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de leur bien-fondé, la simple allégation ne pouvant évidemment valoir preuve contraire. Alors, on a un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 qui a déclaré que la juridiction doit permettre à l'accusé d'apporter la preuve contraire des procès-verbaux. S'il présente des documents qui mettent en cause les faits constatés dans les procès-verbaux, il devra les discuter et répondre à ses prétentions pour construire sa conviction. Enfin, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux. Alors, dans certains domaines, la loi donne aux procès-verbaux établis non par les officiers de police judiciaire, mais par les agents habilités par la loi, une force particulière, puisque le contenu de ces procès-verbaux s'impose au juge. La seule manière de les écarter
et la procédure d'inscription de faux qui ne vise qu'à établir que l'auteur de ce procès-verbal a délibérément menti. Alors, la deuxième séquence, je fais court, on va parler des rapports. Alors, le rapport est un compte rendu écrit au verbal fait par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire. Alors, le rapport, il demande moins de formalisme que les procès-verbaux et elle remplit essentiellement une mission d'information. Il sert en effet aux membres de police judiciaire pour rendre compte à un supérieur hiérarchique ou à une autorité judiciaire de tout élément dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il s'agisse de l'existence d'une infraction ou d'un renseignement la concernant. En revanche, tout ce qui relève de la constatation d'infraction proprement dite ou du recueil de déclarations doit être établi par procès-verbal. Alors je soulève la différence entre les rapports et procès-verbaux rapidement. Les rapports, bien évidemment, et les procès-verbaux, c'est que les procès-verbaux sont considérés comme un document officiel qui relate toutes les opérations et comme précédemment dit, et constatation effectuée par un officier de police judiciaire. Or, le rapport est un écrit rédigé même par un agent de police judiciaire et les autres intervenants qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, et le rapport n'a pas la même valeur que le procès verbal et il ne peut pas le remplacer. Je donne juste une idée sur le contenu des rapports. Le contenu, alors, elle contient les éléments suivants: la date, le grade, la qualité et la ville à laquelle est affecté l'auteur du rapport, le grade et la qualité du destinataire du rapport, le grade et la qualité du destinataire du rapport, numérotation des pages du rapport, l'objet du rapport. Qui relate, alors le style, le rapport, c'est comme le procès verbal en écrit qui relate les faits ou des actes adressés par l'expéditeur au destinataire, sans exagération ou imagination. Mais dans certains cas, le rapport demande moins de formalisme que le procès verbal, dans la mesure où son rédacteur peut exprimer son opinion ou proposer des solutions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il emploie la singulier et les faits remontent au passé. De même, le rapport ne doit pas exprimer les sentiments de son auteur, il doit donc être fondé sur l'objectivité et la sincérité. L'agent doit se contenter de mentionner les éléments essentiels de l'affaire sans avoir besoin de citer les questions accessoires qui peuvent être déduites de son contenu. Le rapport est enfin signé par son rédacteur sans avoir besoin de mentionner sa qualité qui figure déjà, c'est-à-dire la qualité à son début, mais la mention de son nom est importante. Merci de votre attention et à la prochaine.